Le 27 février 2026, 3 heures du matin, heure de Pékin. L'Occident dormait. Et quelque chose s'est produit sur les marchés qui va définir la semaine à venir. Vendredi était le premier jour de notification du contrat de mars sur le COMEX. C'est le jour où les détenteurs de contrats à terme doivent déclarer s'ils veulent recevoir du métal physique ou reporter leur position au mois suivant. La date limite que nous surveillons depuis des semaines sur cette chaîne. Et ce qui s'est passé vendredi ne correspond pas du tout à ce que la presse financière grand public a raconté ce week-end. Les coffres enregistrés du COMEX, c'est-à-dire le métal physiquement présent dans les entrepôts agréés de New York et disponible pour livraison contre les contrats à terme, sont tombés à environ 86 millions d'onces. En 2020, ces mêmes coffres contenaient 346 millions d'onces d'argent livrable. En octobre 2025, l'inventaire total avait même atteint 532 millions d'onces pendant une phase d'accumulation institutionnelle, puis la vidange a commencé. En 4 mois, l'inventaire total s'est effondré de 31%. Et l'inventaire enregistré a plongé sous la barre psychologique des 100 millions d'onces mi-février. 75% du métal livrable a quitté les coffres en 6 ans. Vendredi, plus de 10 500 contrats se sont présentés pour livraison physique de mars. 52 millions d'onces de demande contre 86 millions disponibles. Et à Shanghai, l'argent physique se négocie 10 à 15 dollars au-dessus des prix de New York. 2 prix pour le même métal, l'un dicté par les contrats papier, l'autre par la réalité de l'offre et de la demande physique. Ce que vous allez apprendre dans les prochaines minutes va changer votre compréhension de ce qui se passe réellement sur ce marché. Et surtout, de ce qui arrive lundi matin à l'ouverture des marchés asiatiques. Les données complètes, inventaire, positions institutionnelles, lignes du temps, sont documentées dans la recherche financière. Lien dans la description. Ici, je vais vous montrer ce qui est essentiel pour comprendre la situation. Commençons par la panne du CME. Mercredi dernier, le 25 février, 48 heures avant le premier jour de notification, la plateforme Globex du CME Group a subi une panne. Tous les marchés à terme de métaux ont été suspendus. Bloomberg a rapporté l'événement. Reuters l'a confirmé. Les métaux sont restés sans cotation pendant plus d'1 heure et demie. L'explication officielle du CME, 2 mots. Problème technique. Ce n'est pas la première fois. En novembre 2025, une défaillance de refroidissement avait déjà provoqué une suspension de plusieurs heures. Mais la coïncidence temporelle est frappante. L'argent venait de franchir 90 dollars l'once. Et 48 heures plus tard, c'était le jour où les détenteurs de contrats doivent décider s'ils veulent du métal physique. Stop. Ce que je viens de vous montrer, la vidange des coffres, la panne du CME, la prime de Shanghai, ce n'est qu'une partie de l'histoire. Dans la recherche financière, j'ai documenté 5 autres facteurs déterminants qui ne font pas les gros titres. Avec toutes les données brutes, toutes les sources primaires, tous les liens que je ne peux pas développer dans cette vidéo. L'analyse complète de l'argent avec les inventaires actualisés. Plus le Venezuela, le pétrole, le dollar, les cycles de dette, et chaque nouvelle documentation que je publie. Un accès, toutes les analyses, pour toujours. Lien dans la description. Mais maintenant, laissez-moi vous expliquer pourquoi Shanghai est le vrai signal d'alarme. Quand des recycleurs industriels chinois surpayent pour de l'argent de récupération, la forme la plus basse de qualité disponible, c'est le signe d'une pénurie physique structurelle. Les fabricants ne trouvent pas assez de métal pour leur ligne de production. Et le 1er janvier 2026, la Chine a officiellement reclassifié l'argent comme matériau stratégique national. Selon CNBC, seules 44 entreprises approuvées sont autorisées à exporter. La Chine contrôle 60 à 70% de l'argent raffiné mondial. Tout métal produit ou importé en Chine est piégé à l'intérieur de ses frontières. La prime de Shanghai agit comme un aspirateur à sens unique. Elle vide les coffres occidentaux et empêche tout retour de métal. Si vous êtes encore là, vous avez compris de quoi il s'agit. La question est simple. Voulez-vous toutes les documentations ou seulement ce résumé? La recherche financière complète. L'argent, le Venezuela, le dollar et tout ce qui vient. Lien ci-dessous. Continuons, parce que le narratif du choc Warsh mérite d'être déconstruit avec des données vérifiables. Le 30 janvier 2026, le président Trump a annoncé son intention de nommer Kevin Warsh comme prochain président de la Réserve fédérale américaine. Warsh, ancien gouverneur de la Fed entre 2006 et 2011, est perçu par les marchés comme un partisan de la rigueur monétaire, un faucon qui pourrait maintenir les taux d'intérêt élevés et réduire le bilan de la Banque centrale. La réaction des marchés a été immédiate et violente. L'argent s'est effondré de 30% en une seule séance de trading, de son record historique au-dessus de 121 dollars l'once à environ 76 dollars. L'or a chuté de 9% dans la même journée. Le dollar s'est renforcé brutalement. Et le CMU a annoncé une deuxième hausse de marge en 3 jours, 36% sur les contrats à terme d'argent,
rendant la détention de positions encore plus coûteuse pour tous les acteurs du marché. C'était la pire journée pour l'argent depuis mars 1980, depuis le Silver Thursday des frères Hunt. Plusieurs grands médias financiers ont publié des analyses déclarant que le marché était mort, que le rallye était terminé et que les prix retourneraient vers leur fourchette historique de 30 à 40 $. Mais voici ce qu'ils n'ont pas dit. Ce crack était entièrement un événement de liquidation forcée déclenché par les chambres de compensation. Un mécanisme de marché papier. Pas un jugement fondamental sur la valeur du métal ou sur l'état de l'offre et de la demande physique. Comprendre cette distinction est absolument crucial. Le CME avait modifié les calculs de marge de l'argent, passant d'un montant fixe en dollars à un pourcentage du prix du contrat. Ce mécanisme crée un accélérateur de liquidation intégré dans le système. Quand les prix montent, les exigences de marge augmentent automatiquement, ce qui déclenche des cascades de ventes forcées qui s'alimentent elles-mêmes. Le prix tombe, ce qui génère d'autres appels de marge, qui provoquent d'autres liquidations, qui font tomber le prix encore plus bas, un cercle vicieux purement mécanique. Et le timing a amplifié le chaos. Le 30 janvier était le dernier jour de trading du mois. La liquidité était déjà réduite. Les positions à effet de levier accumulées pendant le rallye parabolique de janvier, l'argent avait gagné 57% en un seul mois, ont créé une poudrière. La nomination de Warsh a été l'étincelle. Et pendant que ce mécanisme papier broyait les positions à effet de levier, le marché physique racontait l'histoire exactement inverse. Voici la preuve la plus claire que ce crack n'avait rien à voir avec les fondamentaux du métal. Le fonds SLV, le plus grand fonds indiciel au monde adossé à l'argent physique, géré par iShares, a enregistré des entrées massives début février, dans les jours qui ont immédiatement suivi le crack. Plus de 1023 tonnes en une seule journée. Environ 32 900 000 onces absorbées en 24 heures. C'était la troisième plus grande entrée journalière de toute l'histoire du fonds. Réfléchissez à ce que cela signifie. Le marché papier criait que l'argent était fini, les algorithmes liquidaient, les médias publiaient des nécrologies, et au même moment exact, des institutions achetaient les quantités les plus importantes de l'histoire du plus grand fonds argentifère du monde. Deux signaux diamétralement opposés provenant du même métal, le même jour. La question est simple. Lequel des deux signaux reflète la réalité fondamentale ? Les coffres ont continué de se vider tout au long du crack et pendant les semaines qui ont suivi. Les acheteurs physiques, banques centrales, institutions industrielles n'ont pas vendu pendant la baisse. Ils ont acheté. Parce que le déficit structurel s'accumule depuis 6 années consécutives. Selon le Silver Institute, l'organisme de référence mondial pour les statistiques de ce marché, la demande mondiale d'argent a atteint environ 1,240 milliard d'onces en 2025. La production totale, extraction minière et recyclage combiné, n'a atteint qu'environ 1,10 milliard d'onces. Un déficit de plus de 230 millions d'onces en une seule année. L'équivalent de la production annuelle entière du Mexique, premier producteur mondial, qui a disparu des stocks. Et le déficit cumulé depuis 2021 approche les 800 millions d'onces. 800 millions d'onces consommées au-delà de ce que le monde produit. Ce n'est pas une prime spéculative qui va se corriger, c'est 6 ans de réalité physique irréversible. Le métal intégré dans les panneaux solaires, dans les composants électroniques, dans les puces d'intelligence artificielle ne revient pas sur le marché. Et la demande est inélastique au prix d'une manière qui n'a aucun précédent. La fabrication de panneaux solaires nécessite des quantités massives d'argent irremplaçables. Le secteur solaire consomme déjà plus de 200 millions d'onces par an. Les centres de données pour l'intelligence artificielle requièrent des composants à base d'argent pour la conductivité et la gestion thermique. Un fabricant de microprocesseurs ne peut pas substituer le cuivre à l'argent dans une puce de nouvelle génération. Le risque de défaillance thermique est trop élevé. Il doit acquérir le métal physique à n'importe quel prix. 30 $, 90 $ ou 150 $. Le prix n'a aucune importance pour ces industries. Seule la disponibilité compte. Et la disponibilité s'effondre des deux côtés. 70 à 80% de l'argent mondial est extrait comme sous-produit du plomb, du zinc et du cuivre. La production ne peut pas augmenter indépendamment de la demande pour ces métaux de base. Des grèves dans les mines chiliennes de cuivre ont aggravé la situation. Moins de cuivre signifie moins d'argent dans un marché déjà chroniquement déficitaire. L'Inde a ajouté une couche de pression avec plus de 9 milliards de dollars d'importation physique d'argent, en concurrence directe avec le secteur technologique occidental pour un stock qui rétrécit chaque semaine. Le narratif du Chuck Warsh est une analyse de marché papier appliquée à une crise de marché physique. Ce sont deux phénomènes entièrement différents, régis par des logiques complètement distinctes. Les confondre est précisément ce qui éjecte les investisseurs particuliers de leur position au pire moment possible, exactement quand les institutions font le contraire. Regardez ce que font les acteurs qui ont accès aux données réelles,
pas ce que disent les commentateurs qui n'ont jamais mis les pieds dans un entrepôt du COMEX. Maintenant, regardons lundi matin. C'est là que les mathématiques du week-end deviennent véritablement urgentes. L'argent a clôturé vendredi autour de 90 $ l'once sur le COMEX. La prime physique de Shanghai entre dans le week-end à plus de 10 $, au-dessus du prix de clôture occidental. Quand les marchés asiatiques ouvriront lundi 2 mars, la bourse de l'or de Shanghai est positionnée pour ouvrir avec un écart significatif par rapport à la clôture de vendredi à New York. Quand cela se produit, les algorithmes de fixation des prix mondiaux sont mécaniquement forcés dans un mouvement de convergence rapide. Les marchés occidentaux devront relever les prix au comptant immédiatement pour empêcher un drainage des 86 millions d'onces restantes par des arbitragistes qui peuvent profitablement extraire chaque once à l'écart de prime actuelle. C'est de la simple arithmétique. Si vous pouvez acheter de l'argent à 90 $ à New York et le revendre à 100 $ ou plus à Shanghai, vous le faites. Et vous continuez jusqu'à ce que l'écart se ferme ou que les coffres soient vides. Les analystes surveillent également la courbe des échéances entre les contrats de mars et de mai pour tout signe de déport. Le déport est la condition où le métal physique à court terme coûte plus cher que les contrats papier à échéance plus lointaine. C'est l'inverse de la situation normale sur les marchés de matières premières. Normalement, les marchés fonctionnent en contango, avec des prix futurs supérieurs aux prix au comptant, parce que détenir du métal physique comporte des coûts de stockage et d'assurance. Le déport est le signal le plus indéniable d'une pénurie physique immédiate. Tellement sévère que les acheteurs acceptent de payer plus cher pour du métal qu'ils peuvent détenir aujourd'hui, plutôt qu'une promesse de livraison dans le futur. Les taux de prêt de l'argent à Londres ont explosé cette semaine. Les taux de swap se sont inversés en territoire négatif. Le coût d'emprunter de l'argent physique détruit les bilans institutionnels en temps réel. Si le déport s'installe à l'ouverture de lundi, il déclenchera un cycle auto-alimenté d'accumulation industrielle. Les fabricants reconnaîtront que retarder les achats garantit des prix plus élevés, et une potentielle indisponibilité totale. Ce cycle, une fois enclenché, n'a pas de plafond naturel. Et l'arsenal défensif occidental est épuisé. Hausse de marge, panne technique, restriction de livraison, narratif médiatique, tout a été déployé. Et malgré chaque outil, chaque intervention, chaque mesure d'urgence, l'argent a clôturé à 90 $ et les coffres ont continué de saigner. Le système est à court de munitions. Quand tout échoue à stopper la vidange physique, le seul mécanisme restant est la découverte de prix libres. Voici le verdict en entrant dans le week-end. 86 millions d'onces dans les coffres. Point bas de plusieurs décennies, totalement inadéquat pour servir les demandes de livraison qui s'accumulent. Un déficit annuel de plus de 200 millions d'onces qui entre en collision frontale avec une demande industrielle totalement inélastique au prix, provenant des secteurs de l'énergie solaire photovoltaïque et de l'intelligence artificielle. Une prime physique à Shanghai structurellement impossible à refermer, tant que les restrictions d'exportation chinoises restent en vigueur. Des taux de prêt à Londres qui signalent une détresse aiguë dans l'approvisionnement physique à court terme. Et les grandes banques commerciales, les institutions qui pendant des années maintenaient des positions nettes courtes massives sur l'argent pour plafonner le prix et protéger le système, ont discrètement abandonné le côté court du marché. Quand les institutions qui ont construit le mécanisme de suppression des prix décident de passer de l'autre côté, cela envoie un signal que le marché ne peut pas ignorer. La question n'est plus de savoir si le prix de l'argent va monter. La question est à quelle vitesse la réalité physique va rattraper et dépasser le prix papier affiché sur les écrans. Lundi matin arrive. Les coffres sont presque vides. L'écart d'arbitrage entre Shanghai et New York est grand ouvert. Les restrictions d'exportation chinoises empêchent tout rééquilibrage naturel. Et ceux qui suivent les données, pas les gros titres des journaux télévisés, savent exactement ce qui est en train de se produire sous la surface. Restez informés et restez préparés. N'oubliez pas de vous abonner à Monnaie Ennuyeuse et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de ce qui arrive. Chaque développement entre maintenant et l'ouverture des marchés asiatiques lundi sera couvert ici. On se retrouve demain avec les dernières données.